Je pense que si vous allez voir les agriculteurs français, que vous leur parlez des poulets ukrainiens par exemple, ils risquent de voir rouge. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, point de situation sur le plan de paix proposé par Volodymyr Zelensky à Donald Trump. Il est évoqué une adhésion de l'Union européenne de l'Ukraine qui refuserait en parallèle une adhésion à l'OTAN. Est-ce selon vous une avancée significative dans ce plan de paix ? Alors, en préambule, une petite précision, il s'agit d'un plan effectivement ukrainien, mais qui est tiré du plan américain de base. Donc on est quand même dans une, on va dire, chacun répond au plan de l'autre. Sauf que pour le moment, il n'y a toujours pas le plan des Russes et il n'y a toujours pas cette jonction qui est faite. Ce qui fait que ça reste en l'état. Les Américains qui expliquent ce qui leur paraîtrait acceptable pour les Russes, en gros. Les Européens qui amendent pour renforcer l'Ukraine et l'Ukraine qui joue sa partition au milieu, qui joue sa survie, en particulier Zelensky. Donc là, Zelensky a répondu a transmis à Steve Witkoff une proposition. On ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. On a quelques éléments qui permettent de montrer que l'Ukraine semble prête à faire des concessions. Maintenant, la vraie nature des concessions, elle est là. Vous avez cité deux exemples. L'exemple de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et de l'abandon par l'Ukraine de sa demande d'adhésion à l'OTAN. Intéressant parce que c'est vraiment un point très important dans ces négociations. On rappelle que si les Russes sont attaqués en février 2022, de leur point de vue, c'est en raison essentiellement des avancées de l'OTAN, du rapprochement de l'OTAN à leurs frontières et du fait que l'Ukraine demandait d'adhérer à l'organisation nord-atlantique, ou du traité de nord-atlantique, et que, du point de vue des Russes, ça a été casus belli. C'est un des points principaux de l'intervention. Donc là, ce qu'on peut dire à propos de ces deux concessions, on va dire, faites par l'Ukraine, du point de vue de l'OTAN, ça paraît être une évidence, tant dans le cadre d'une négociation de paix, l'Ukraine savait très bien, et sait très bien, que les Russes n'accepteront jamais que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ils n'ont pas fait 4 ans de guerre pour, in fine, alors qu'ils sont dans position de force, dire oh ben finalement l'Ukraine peut rentrer dans l'OTAN. C'est absolument impossible. Et on va le voir après pour la question des garanties de sécurité. Là aussi, appeler ces garanties de sécurité, les rendre contraignantes auprès de ceux qui les signent, c'est-à-dire les Américains, les Européens, on va dire les faire rentrer dans un mécanisme qui ressemble à l'article 5, vous savez, le fameux article 5 de l'OTAN qui oblige les nations membres de l'OTAN à intervenir en cas d'agression d'un des leurs. Là, il va falloir que ces garanties de sécurité soient solides, mais il ne peut pas y avoir, elles ne peuvent pas exactement ressembler à ce type de garantie de sécurité des pays de l'OTAN. Et là, il y a un vrai conflit, il y a un vrai point sur lequel les Russes, évidemment, ne seront pas prêts à céder. Ensuite, sur l'Europe, je vais vous dire, pour les Américains, ça ne mange pas de pain de dire OK, l'Ukraine adhère à une sorte de comment vous savez, comme on dit quand on va à Disneyland, coupe-file. Voilà, par rapport à la Moldavie, par rapport à la Bosnie, par rapport à d'autres pays qui attendent leur adhésion, l'Ukraine obtiendrait dès 2027 un ralliement à l'Union européenne, une adhésion à l'Union européenne. Bon, ça, c'est du point de vue américain, il n'y a pas vraiment de problème. Même du point de vue russe, puisque les Russes ont toujours dit qu'ils n'étaient absolument pas hostiles au fait que l'Union européenne accueille l'Ukraine. Ils l'ont déjà dit, Vladimir Poutine l'a répété plusieurs fois, donc du point de vue russe, du point de vue américain, ça ne mange pas de pain. En revanche, aujourd'hui, Aïcha, là où on est, avec ce qui est en train de se passer auprès des agriculteurs en France, je pense que si vous allez voir les agriculteurs français, que vous leur parlez des poulets ukrainiens par exemple, ils risquent de voir rouge. Et cette adhésion, on va dire, en 2027,
me paraît illusoire du point de vue de la grogne sociale qu'elle engendrerait, de la chute des cours du blé, etc., de plein des œufs ukrainiens, je parle des poulets, mais il y a évidemment les œufs. Tout ça a déjà déclenché, d'ailleurs, a fait partie des grognes successives qui ont eu lieu et des mouvements initiés par les agriculteurs pour s'opposer à la signature des accords du Mercosur. Souvenez-vous, quand les agriculteurs sont allés à Paris, déjà, dans la NAS, il y avait cette question de la présence d'œufs ukrainiens sur le marché européen, à cause d'accords qui font que l'Ukraine n'est pas encore dans l'Europe, mais peut écouler une partie de sa production. Bref, déjà, ça posait problème. Alors imaginez que l'Ukraine rentre dans le marché commun. Là, c'est la catastrophe pour beaucoup d'agriculteurs, et pas uniquement en France, donc vraiment épreuve de force à attendre. Mais d'un autre point de vue, pour faire avancer les négociations, pourquoi pas ? Donc là, on est sur 2 points, finalement, qui allaient de soi, ou qui peuvent aller de soi. Et donc, que l'Ukraine dise, comme Volodymyr Zelensky l'a dit pour l'OTAN, c'est une concession que nous faisons. Oui, c'est une concession. Enfin, c'est surtout une manière pour lui de dire, parce qu'il est toujours dans cet état d'esprit, que les Russes, eux, n'en font pas beaucoup de concessions. Et surtout, ça laisse de côté l'éléphant dans la pièce, qui est la question de la cession de territoire et des exigences russes sur le Donbass. D'ailleurs, Régis, avance-t-on sur ce point crucial d'un compromis territorial ? Alors, pas du tout du point de vue ukrainien, si on en écoute les déclarations de la semaine dernière de Volodymyr Zelensky, rappel systématique de l'interdiction de cession de territoire dans la Constitution. D'ailleurs, amendement à la Constitution proposé par le même Zelensky pendant son mandat. Donc c'est lui-même qui a mis ça dans la Constitution ukrainienne. Ensuite, donc déclaration de principe. Andreï Yermak, d'ailleurs, le chef de cabinet de Zelensky, l'homme à tout faire, l'homme de toutes les, on va dire, de tous les coups réalisés depuis le début de la guerre et même avant par Volodymyr Zelensky, qui disait, quand il a été contraint de démissionner à cause de la corruption, qui l'a rattrapé, a dit celui qui signera un traité qui contiendra des cessions de territoire serait un homme fou. Voilà. Donc ça en dit long aussi sur ce qui attend Zelensky si ça se passe à la maison. Ça veut dire que côté ukrainien, vous avez des jusque-boutistes. Très intéressant d'ailleurs de se dire que dans cette guerre, quand on regarde les choses avec un peu de recul, que ce soit du côté de Poutine ou du côté de Zelensky, il y a très peu de modérés qui pourraient prendre la place. Il y a très peu de modérés qui diraient non, il faut ralentir les choses. On sent quand même qu'autour de ces 2 personnages, il y a des gens qui en veulent plus, qui veulent aller plus loin, et que eux font figure quelque part de modérés parmi les leurs. Bref, parenthèse. Mais pour ce qui est de Zelensky, on est vraiment aujourd'hui dans un... lui, il est sur la sellette, il est affaibli à cause de ce scandale de corruption. Pour le moment, il veut garder la tête haute en insistant qu'il n'y aura pas de concession territoriale. Dans la réalité, ce que les Européens et les Ukrainiens proposent aux Russes et aux Américains, c'est un gel du front. Gel du front, cesser le feu, ça veut dire on ne renonce pas à reconquérir les territoires, mais pour le moment, si on signe l'accord, on les laisse aux Russes. Ce que veulent les Russes, c'est l'intégralité du Donbass, en échange d'autres portions de territoire qu'ils ont conquis, dans l'oblast de Soumy, dans l'oblast de Kharkov, avec la ville de Volchansk, qui est quasiment tombée, dans l'oblast de Dniepro, où ils ont pénétré, dans celui de Nikolaïev aussi, où il en reste quelques empreintes. Donc ils ont des bouts de territoire qu'ils céderaient aux Ukrainiens en échange du Donbass, et le gel du front interviendrait sur Kherson et sur Zaporijjia, où les Russes contrôlent, on va le dire, 80%, 75% de ces oblasts, de ces zones géographiques, de ces entités géographiques, de ces régions, tout simplement, et donc d'Ukraine. Et là, l'accord est possible. La vraie question, le point de discorde, c'est le Donbass. Que faire de cette partie du Donbass, encore aux mains des Ukrainiens, qui contient leurs dernières forteresses, que sont Sloviansk et Kramatorsk, ce sont les 2 dernières places fortes. Les Russes, depuis ce week-end,
ne sont plus qu'à 18 km de Kramatorsk, donc Kramatorsk qui est au sud, Sloviansk qui est au nord. Les Russes ne sont plus qu'à 18 km, donc la bataille de Kramatorsk pourrait commencer. On a vu que la défaite, la prise et la chute de la ville de Siversk a été un peu inattendue, assez rapide, alors que c'était une ville extrêmement bien fortifiée. Est-ce que c'est un mauvais signe pour l'Ukraine? Ça veut dire qu'il n'y a plus de combattants, ça veut dire qu'il commence vraiment à y avoir des signes d'effritement. En tout cas, ça se passe là. Et si le front est gelé, le plan américain prévoit une sorte de neutralisation de cette zone, un peu à la manière de la zone démilitarisée entre les deux Corées, Corée du Nord et Corée du Sud, depuis la fin de la guerre de Corée, depuis les années 50. Voilà, c'est ce qui est en cours. Et pour le moment, d'un côté comme de l'autre, on ne connaît pas tout à fait les détails des avancées, mais on sent bien que c'est là que ça cointe. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité, la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Affaibli par les affaires de corruption, Volodymyr Zelensky cherche à se relégitimer. Est-ce la raison pour laquelle, selon vous, il accepte de remettre son mandat en jeu? Alors, autre élément avancé par l'Ukraine, en effet, Volodymyr Zelensky a annoncé son accord pour la tenue d'élections d'ici 8 à 10 mois. Au départ, il a tenté d'obtenir un cessez-le-feu ou une force, on va dire, d'interposition, des garanties de sécurité au niveau de ces élections. Il a vu que ça n'allait pas très loin. Là, il vient de déclarer qu'il était prêt à tenir des élections sous la loi martiale, c'est-à-dire en conditions de guerre. Après, il y a la question de la tenue de ces élections et de leur, on va dire, légitimité, de la légitimité qui pourrait être, on va dire, conférée, qui pourrait en ressortir, qui pourrait être conférée à celui qui sera élu. Ensuite, je vais parler un peu des candidats. Mais d'abord, là-dessus, ce qui se passe, c'est que tenir des élections en temps de guerre avec quelques 7 millions d'Ukrainiens à l'extérieur des frontières, un certain nombre de déserteurs dans la nature, plus de 300 000 soldats sur le front, quid également des Ukrainiens qui sont restés côté russe, dans les zones occupées par la Russie. Est-ce qu'ils auront... Ça paraît impossible de les faire voter. Faire voter les militaires sera très compliqué. Bref, c'est quand même un casse-tête cette élection. Il faudra qu'elle soit surveillée de près aussi par des observateurs internationaux. Alors bon, l'OSCE fait ça assez communément. Maintenant, dans une guerre d'une telle intensité, envoyer, on va dire... 500 représentants pour vérifier la validité du scrutin, c'est risquer d'en perdre un certain nombre par des frappes. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de morts issus de frappes des Russes sur les installations électriques et militaires du pays. Sur le terrain, Régis, l'Ukraine s'accroche à Pokrovsk, Kupiansk ou encore Mirnograd. Comment jugez-vous cela? En fait, l'explication elle est toute simple. Elle date depuis l'élection de Donald Trump, même avant. L'idée étant de montrer aux Américains, aux alliés, mais bon, ils savent que les Européens, c'est acquis. Mais là, l'élément qui n'est pas acquis du tout, c'est le maintien de Trump, le maintien du soutien des Américains
dans cette guerre, et on sait que si, par exemple, le renseignement disparaît, le renseignement américain disparaît, c'est une catastrophe. Le renseignement européen n'aura pas les mêmes moyens pour aider l'Ukraine, même au niveau armement, et même si, par accord avec les Américains signés par Ursula von der Leyen, dans le cadre justement des pratiques tarifaires entre l'Europe et les États-Unis, il est écrit que nous achetons, nous Européens, du matériel militaire américain pour le rétrocéder aux Ukrainiens. Ça, c'est une manière pour les Américains de continuer, on va dire, militairement à apporter une aide, mais une aide qui va être payée par les Européens. Si les Américains, eux, se désengagent complètement, il n'empêche que ça sera un vrai, et ça a toujours été le talon d'Achille de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'elle veut continuer à être soutenue par l'Amérique. Et pour faire ça, elle est prête à sacrifier beaucoup d'hommes, malheureusement. C'est ce qui s'est passé avec cette technique des chaudrons que les Russes ont appliqués un peu partout, depuis Bakhmout, Vuhledar, Toretsk, Souja, Pokrovsk. Toutes ces villes sont tombées sous le principe du chaudron. C'est-à-dire jusqu'à Mirnograd, où là, la garnison n'a pas eu le temps de sortir à temps, et aujourd'hui, elle est encerclée. Les Ukrainiens nous parlent du Cameron ukrainien, où cette garnison se bat héroïquement. Certes, mais à quoi ça sert, c'est le vrai problème. Et tous ces hommes qui ont été sacrifiés, parce qu'une fois qu'on leur a donné l'ordre d'évacuer, ça a été très compliqué, ils se sont pris les régiments de drones russes qui les attendaient à l'endroit où le front était le plus resserré. Donc il y a eu des pertes terribles, des gens qui ont été sacrifiés. Tout ça pourquoi ? Pour dire à Donald Trump, on continue à être présent. Souvenez-vous, à l'époque de Bakhmout, c'était Bakhmout Holds. Bakhmout tient. Il y avait même une chanson que les Ukrainiens avaient composée qui s'appelait La forteresse Bakhmout, et qu'ils chantaient, et c'était leur honneur de conserver cette ville pour dire, regardez, les Wagner, ils passent pas. Nous, en réalité, tout ça c'est fini par ils sont passés, ils ont pris la ville, et à chaque fois le scénario s'est répété. Je vous dis, le but, c'est de dire à Trump, on tient toujours, d'où cette contre-offensive qu'ils ont menée avec un certain succès à Kupiansk, où là ils sont parvenus à chasser les Russes du centre-ville et maintenant à les maintenir au nord de la ville. Mais en dehors du succès sur Kupiansk, qui est quand même un pion intéressant sur la structure du front, ce dont on se rend compte malheureusement, c'est que utiliser des unités aujourd'hui pour mener ce type d'opération, ça veut dire dégarnir le front ailleurs. Et le front ailleurs, que ce soit à Sivers, ça peut être une des explications. Ce week-end, la ville est tombée, ou quasiment. Que ce soit à Goulaïpol, où là, pour le coup, il y a eu une vraie avancée des Russes qui, aujourd'hui, contrôlent à peu près la moitié de la localité et sont en passe de la conquérir complètement. Ça, c'est une accélération. Ces deux villes sont importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en passe de tomber, alors qu'avant, ça prenait beaucoup plus de temps. Là, ça prend de moins en moins de temps parce qu'il n'y a plus les effectifs. Il faut regarder les choses en face. Il n'y a plus les effectifs. On a beau avoir des drones par millions, ça ne suffit pas pour arrêter ce type d'offensive, d'autant que sur le front sud, Zaporijjia commence à être menacé. Les Russes ne sont plus là aussi qu'à 20 km de cette ville. On pourrait voir dans les semaines qui viennent le début de la bataille pour Zaporijjia, pour la ville de Zaporijjia. C'est quand même des avancées significatives. C'est quand même un signe de fragilisation extrême sur le terrain. Et face à ça, évidemment, l'Ukraine aimerait avoir un cessez-le-feu, aimerait bénéficier d'un répit qui lui permettrait de se reconstituer, ce dont évidemment les Russes ne veulent absolument pas. Régis, quelles sont les prochaines échéances ? Est-ce qu'il y a des rencontres prévues entre dirigeants américains, européens ? Écoutez, je pense que ça va continuer. Là, aujourd'hui, sont présents à Berlin depuis hier Steve Witkoff et Jared Kushner. Donc on est dans un scénario où ça discute, mais je vous dis, ça reste... les émissaires américains ont le contact avec les Russes. Les Russes émettent des hypothèses. Yuri Uchakov, par exemple, qui s'est exprimé ce week-end en disant que, globalement, qu'il n'adhérait pas trop aux suggestions de l'Europe et que tout ça lui paraît assez idéaliste, ou en tout cas irréaliste. Et donc là, on est dans une Europe qui fragilise, une Europe fragilisée, mais une Europe qui
veut avoir à tout prix voix au chapitre. Or, quand on sait comment les Américains la décrivent et comment ils la perçoivent, notamment à travers le document qui est paru la semaine dernière sur la stratégie de sécurité nationale, on sent bien qu'il y a un divorce manifeste, que, comme nous le disait sur notre antenne l'expert militaire Père de Jong, Trump nous considère comme des bons à rien gangrénés par des islamistes. Et là, on est un peu dans le prolongement de ça, c'est-à-dire que les Européens veulent avoir voix au chapitre sur l'Ukraine, veulent défendre l'Ukraine, et les Américains ne le veulent pas. Voilà. Merci Régis. Merci Aïcha.